Nous sommes le 8 juillet et il est 8h. À 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre Devignon. 8h, le journal Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin. Une première en France à Bègles, près de Bordeaux. À partir d'aujourd'hui, l'intégralité de la ville est limitée à 30 km/h. On retrouve Stéphane Place dès le début de ce journal. Ils jouent leur dernière chance. Les candidats au bac sont convoqués pour les oraux de rattrapage à partir de ce matin. Quant aux correcteurs récalcitrants, ils devraient rendre les copies. Et puis direction le Festival d'Avignon où des amateurs s'en donnent à cœur joie en montant tous les soirs sur les planches. Europe 1. À Bègles, on lève le pied encore plus que partout ailleurs. Cette commune de l'agglomération bordelaise est donc la première en France à généraliser la limitation de vitesse à 30 km/h. Moins de pollution, plus de sécurité. Stéphane Place, vous êtes en direct de Bègles où la mesure est officiellement appliquée à partir d'aujourd'hui. Absolument, ville 30, je roule à 30 km/h sur toute la ville. C'est la limitation de vitesse que l'on peut lire sur un fond jaune fluo et qu'indique l'un des nouveaux panneaux installés ici à Bègles. C'est la première fois qu'une ville de cette taille opère cette bascule en une seule fois sur l'ensemble de son territoire. C'est valable pour les automobilistes et pour les deux roues, mesure que ces Béglés comprennent parfaitement. C'est peut-être pas plus mal par rapport à l'environnement. Dans un premier temps, par rapport aux échappements. La barrière de Bègles, c'est pas mal, parce que les gens roulent assez vite. 30 km/h, ça fait village. Donc là, on peut traverser tranquillement. Les grands axes comme le cours Victor Hugo, strictement limité à 30, ça c'est très bien. Là, tous les jours, il peut y avoir des accidents graves. Cours Victor Hugo où je me trouve, davantage de sécurité, moins de nuisances sonores, moins de carburant consommé aussi à 30 km/h pour les automobilistes. Autant d'arguments mis en avant par la municipalité béglaise pour justifier cette mesure qui ne fait évidemment pas que des heureux. Moi, je pense pas que ce soit vraiment une bonne mesure. Il y en a qui respectent pas les céder le passage. C'est plus grave ça que la vitesse en soi. La limitation à 30, ça fera pas vraiment l'effet escompté. C'est pas forcément toujours évident de respecter. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu l'impression qu'en marchant, on irait un petit peu plus vite. C'est trop bas et ce sera jamais respecté. On rame à 30 de toute façon. En attendant, la municipalité béglaise insiste, la vitesse moyenne de circulation d'une voiture n'est en réalité que de 19 km/h. À 30 km/h, eh bien, cette vitesse moyenne passe à 17 km/h. Voilà pour ceux qui pensent perdre beaucoup de temps en respectant cette mesure béglaise. Merci Stéphane Place en direct de Bègles pour Europe 1. Puis on vous le révélait à 7h, le gouvernement s'apprête à durcir les sanctions contre les automobilistes coupables d'infractions avec en même temps le téléphone à la main. Ce sera le retrait de permis immédiat. On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Le mot est lâché, il est d'Emmanuel Macron hier. Oui, le chef de l'État soutient son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, alors que les correcteurs du bac en grève n'ont toujours pas rendu quelques 10 000 copies. Vincent, enseignant au Blanc-Ménil, fait partie du collectif Blocon Blanquer. Il dénonce une mascarade. Nous allons rendre les copies ce matin, les dernières copies qui nous restent. On voulait voir l'annonce des résultats du baccalauréat sans les copies, donc on a assisté à une mascarade avec un putsch administratif, des notes qui ont été données à la louche en fonction de moyenne, et aujourd'hui on les rend parce qu'on respecte le travail de nos élèves. Donc on respecte notre engagement, on respecte nos élèves. Emmanuel Macron apporte le soutien à Jean-Michel Blanquer une fois que les résultats ont été publiés. Et encore une fois, nous, le terme prise d'otage, on le récuse complètement. Nous avions des copies corrigées, nous avons fait notre travail. Ça nous inquiète de voir que nos interlocuteurs nous voient comme des preneurs d'otages et nous voient comme des ennemis, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous sommes des enseignants. Nous voulons toujours travailler avec notre ministre afin de véritablement mettre en place une véritable réforme qui irait cette fois dans l'intérêt des élèves. Un enseignant gréviste joint pour Europe 1 par Claudia Bertram. Autre moyen de pression du collectif à l'occasion des oraux de rattrapage qui commencent ce matin. Certains annoncent leur intention de surnoter les candidats. Vous écoutez Europe 1, il est 8h04. Les indemnités de licenciement devant les prud'hommes peuvent-elles vraiment être plafonnées ? Dossier sensible sur lequel se penche aujourd'hui la Cour de cassation. Oui, il s'agit du fameux barème Macron qui plafonne ses indemnités depuis 2017. Une dizaine de conseils de prud'hommes ont refusé de l'appliquer et ont donné davantage à des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse. Aujourd'hui donc, la Cour de cassation doit rendre un avis très attendu sur la conformité du barème à plusieurs traités internationaux. Olivier Samin. Oui ou non le plafonnement des dommages d'intérêt que l'employeur doit verser aux salariés en cas de licenciement abusif? Oui ou non ce plafonnement est-il fondé en droit? Voilà la question sur laquelle vont se pencher les magistrats de la Cour de cassation, réunis, c'est pas anodin, en assemblée plénière. À l'automne dernier et au début de cette année, une dizaine de conseils de prud'hommes ont jugé que non, en s'appuyant sur 2 textes internationaux ratifiés par la France. 2 textes qui disent qu'en matière de licenciement abusif, la réparation doit être appropriée. Sous-entendu, elle ne peut pas être bridée par un plafond. 2 autres conseils de prud'hommes, celui de Louviers dans l'Eure et celui de Toulouse, ont choisi, eux,
d'interroger la Cour de cassation avant de rendre leur jugement. C'est cette demande d'avis qui va être examinée ce matin. En la matière, les choses sont très encadrées. La Cour va d'abord devoir dire si elle peut rendre un avis sur ce sujet. Dans l'affirmative, elle se prononcera sur le fond de la demande et la position qu'elle prendra est attendue de pied ferme, aussi bien par les avocats des salariés qui contestent le plafonnement Macron que par le patronat et le gouvernement qui considèrent que le flou n'a que trop duré et qui rappellent que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont, eux, jugé que le plafonnement est juridiquement valable. Olivier Samin, le ministère de la Santé dévoile aujourd'hui ses pistes pour lutter contre la pénurie de médicaments. Un plan définitif sera annoncé en septembre prochain. Agnès Buzyn propose par exemple une meilleure gestion du circuit du médicament du fabricant jusqu'à la pharmacie. La suite du journal avec Hélène Zélani, on le sait peu, mais près de 500 familles en France accueillent chez elles des délinquants mineurs. Oui, c'est un dispositif que la protection judiciaire de la jeunesse tente de développer. Pourtant, elle a de plus en plus de mal à recruter. Une solution pour éviter à ces jeunes la prison, mais aussi pour les aider à se reconstruire. Des familles qui touchent 36 € par jour, mais qui en général ne sont pas motivées par l'argent. Rencontre avec l'une d'elles à La Roche-sur-Yon en Vendée, François Coulon. Ils sont mal partis dans la vie, on essaie juste de leur redonner une chance. Près de 20 jeunes délinquants accueillis en 10 ans par Marie-France. Aucun criminel, indique la sexagénaire, mais au début, certains ne sont pas franchement rassurants. Quand ils arrivent, on sent bien qu'il ne faut pas les chercher parce qu'on va les trouver. Ils vous parlent parfois de ce qu'ils ont fait ? Ils nous racontent ça en rigolant, comme s'ils se vantaient. Je leur fais pas de compliments. C'est souvent par rapport à des vols. Je leur dis souvent qu'ils n'aimeraient pas qu'on lui prenne ses affaires. Quand ils arrivent, je trouve qu'ils sont bien excités. Et puis quand ils repartent, ils sont un peu mieux armés. Ils savent qu'ils peuvent faire autre chose que de continuer à faire les rigolos. Chez Marie-France, ces jeunes retrouvent de l'apaisement et un rythme de vie proche de la normale. Larbi Guessaïmi, protection judiciaire de la jeunesse. Certains sont en errance depuis un moment. Ils ont un rythme biologique qui est complètement dégradé. Ils vivent la nuit depuis pas mal de temps. On va essayer de proposer de l'humanité, pacifier aussi leur rapport avec l'adulte. Ils peuvent s'appuyer sur des adultes fiables pour avancer. Grâce aux familles d'accueil, certains jeunes retrouvent la scolarisation à la place de la prison. Ça ressemble alors à une métamorphose et ça motive. Dixit Marie-France. La Roche-sur-Yon, François Coulon, Europe. Prudence dans 6 départements de l'Occitanie ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques. Vigilance orange pour les orages qui pourraient être violents avec de fortes pluies, des rafales de vent jusqu'à 100 km/h et des averses de grêle. Donald Trump félicite les footballeuses américaines pour leur 4e Coupe du Monde. Hier, elles ont battu les Pays-Bas en finale du mondial 2-0. En revanche, déception pour les basketteuses françaises qui ont perdu leur 4e finale de l'Euro d'affilée. Elles ont été battues par les Espagnols 86-66. Direction maintenant le rendez-vous des amoureux du théâtre, le Festival d'Avignon. Oui, l'occasion pour quelques 6000 artistes de monter sur les planches. Il y a bien sûr les stars comme Emmanuel Béard ou Jacques Weber, mais aussi de nombreux amateurs. Nathalie Chevance a rencontré une troupe qui se produit tous les soirs dans le cadre du Festival Off. Ils sont avocats, médecins, ingénieurs, retraités, 10 sur scène à se produire tous les soirs au Théâtre Lorette. Petite salle d'une 50aine de places. Le cœur battant, Carissa, 43 ans, responsable marketing, joue le rôle principal dans Le Songe de Juliette. C'est son premier festival d'Avignon. Mais oui, mais c'est juste exceptionnel. Quelle chance d'être là, de faire partie du monde professionnel en étant amateur. Là, je ne suis pas Carissa. Là, j'incarne un personnage. Là, j'oublie tout. Là, je suis quelqu'un d'autre. Là, je suis capable de tout. C'est une deuxième vie. C'est une manière d'embellir sa vie et de vivre d'autres vies que la sienne. Vous pourriez lâcher votre métier pour le théâtre ? Oui. J'aurais voulu être une artiste, se faire repérer au festival. Ce n'est pas l'objectif de Fabrice, qui puise dans le théâtre une certaine force. La vie professionnelle, elle prend beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Et le théâtre, je commence à 20h, je suis parfois fatigué. Et quand je ressors vers 23h, j'ai la patate. J'ai une nouvelle énergie. C'est une sorte de soupape. Le théâtre me ressource. Le tout grâce à Elisa Prévent, metteur en scène, qui apprécie de diriger une telle troupe. Les amateurs sont pleins d'envie, pleins de joie. Quand ils arrivent, ils sont émerveillés de pouvoir toucher du doigt ce métier. Parfois, on a des amateurs plus doués que les professionnels, du coup, puisqu'il n'y a plus d'entraves. Ça fait des super acteurs, quoi. Et pourtant, aucun ne touchera de cachet le temps du festival. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1. Et pour applaudir amateurs et pros, le Festival d'Avignon, c'est jusqu'au 23 juillet pour le IN et jusqu'au 28 pour le OFF. Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani.